Donc on va passer à l'exposé suivant. L'ASFAR a fait en 2012 un référentiel sur les examens préopératoires. Pendant longtemps, on a fait la prise de sang à tout le monde et on va voir que ça a un petit peu changé. Et donc, le professeur Hélène Belleuil, qui travaille à Rennes avec moi, va vous présenter les nouvelles règles de prescription préopératoire des examens complémentaires. Bonjour à tous. Je voudrais vous remercier, messieurs, pour l'invitation. Donc, effectivement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hélène Belleuil, je suis chef d'un des services d'anesthésie du CHU de Rennes. Et donc, mon chef de pôle, c'est monsieur Écoffé. Et donc, j'ai participé en 2012 à ces recommandations formalisées d'experts. Et je vous précise en préambule qu'elles ont été validées par toutes les sociétés de chirurgie. Donc, il y a eu un expert mandaté par chacune de vos sociétés avec qui on a travaillé et qui a donc validé ces recommandations qui sont donc aussi valables pour les sociétés de chirurgie. Donc, comme j'avais que 15 minutes, je ne pouvais pas m'étendre sur toutes les recommandations et je me suis surtout focalisée sur des points qui me paraissent les plus importants et notamment l'hémostase. Donc avant de voir de quoi on parle, il faut définir juste le cadre. On parle bien de ce qu'on appelle le bilan. Hein. C'est classiquement, pendant très longtemps, on fait un bilan au patient, bilan standard. Donc bilan, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc là, le cadre, c'était les examens qu'on dit faire en routine, en dehors de signes d'appel, évidemment, de signes d'appel anamnéstiques ou cliniques, avant toute procédure qui nécessite un acte d'anesthésie, donc ça peut être une chirurgie ou un acte interventionnel. Le prérequis aussi, c'est de savoir pourquoi on fait un examen. Donc, est-ce qu'on peut chercher à diagnostiquer une éventuelle pathologie ou un état qu'on n'aurait pas pu suspecter par un interrogatoire et un examen clinique. Ça peut aussi servir de référence pour apprécier une évolution post-opératoire ou un prérequis pour traiter d'éventuelles complications. Et le dernier point, ça peut participer à l'évaluation d'un risque avec le calcul d'un certain nombre de scores en préopératoire. Le problème, c'est ensuite la question qui vient après, c'est les performances des examens qu'on a à notre disposition. Et c'est très vrai pour les examens d'hémostase. C'est-à-dire que est-ce que les tests qu'on a à notre disposition identifient correctement les anomalies qu'on recherche? Est-ce que ensuite, et ça, on va voir sur les examens d'hémostase, je vais vous montrer que en fait, le test d'hémostase idéal que l'on voudrait, qui nous garantit à 100% qu'il n'y a pas de saignement, ben, il n'existe pas. Deuxième point, est-ce que le test qu'on va faire, l'examen qu'on va faire, est-ce que d'abord on va le lire? C'est pas toujours le cas. Mais ensuite, si on le lit, est-ce que ça va modifier notre stratégie interventionnelle ou anesthésique? C'est très très rarement le cas. Et enfin, est-ce que ce test, si on le fait, est-ce qu'il va améliorer l'évolution, le pronostic du patient et ce qu'on va pouvoir apporter au patient en périopératoire? C'est pareil, c'est rarement le cas. Donc, le contexte de ces recommandations, c'est ça, c'est qu'avant, il n'y avait pas de recommandations, il y avait juste des recommandations qui étaient anciennes de l'HAS, qui dataient de 98 et qui étaient très très vagues en fait, qui rentraient vraiment pas dans le détail. Mais il y avait déjà cet article, vous voyez, il date de 97 dans le monde. Il disait déjà que la plupart des examens préopératoires systématiques n'étaient pas justifiés et qui étaient associés à un coût qui est important. Et en parallèle de ça, vous avez le même article quasiment en 2012 qui dit la même chose, qu'on continue à faire des bilans qui ne sont pas justifiés et qui par contre ont un coût. Alors, j'ai pris un exemple, donc une patiente standard qui va être opérée d'une prothèse totale de genou. Vous voyez ses antécédents, elle a déjà accouché 2 fois, elle a déjà été opérée. Elle a une hypertension et une hypercholestérolémie pour lesquelles elle a un traitement. Elle est un peu en surpoids, elle a une tension artérielle un peu élevée à la consultation d'anesthésie. Et elle ne fait pas d'effort, évidemment, puisqu'elle a une arthrose de genou. C'est pour ça qu'on l'opère. On décide de l'opérer par rachianesthésie. L'anesthésie serait une rachianesthésie, pardon. Et en post-opératoire, on lui donnera un nouvel anticoagulant comme thromboprophylaxie. Donc, est-ce que dans ce cas-là, selon vous, il faut faire une hémostase? Est-ce qu'on ferait des explorations de l'hémostase à cette patiente? Je peux vous dire que dans la très vaste majorité des cas, tout le monde va faire une hémostase. La réponse est que non, on ne va pas lui faire une hémostase. Cette dame, elle a... Donc la recommandation, elle est la suivante. Cette dame, elle a 65 ans.
Donc, si elle avait une maladie de l'hémostase qui fait qu'elle se fait des hématomes disproportionnés quand elle tombe, elle le saurait peut-être, elle a 65 ans. Ensuite, elle a accouché 2 fois, sans problème. Elle a été opérée d'une hystérectomie il y a 3 ans. Et elle ne prend pas de traitement, type AVK, type de traitement qui modifie l'hémostase. Donc, la recommandation, c'est la suivante, c'est que quel que soit le grade hasard, donc quelle que soit la gravité du patient, quel que soit le type d'intervention, quel que soit l'âge, à l'exception des enfants qui ne marchent pas, il n'est pas recommandé de faire une exploration de l'hémostase. Et quel que soit également le type d'anesthésie, donc c'est pas parce qu'on fait une rachianesthésie que ça justifie de faire une hémostase chez cette patiente, y compris en obstétrique. Donc je peux vous dire que ces 2 recommandations-là sont une vraie révolution, qu'on passe on fait une hémostase à tout le monde, et on ne les regarde pas toujours, ça très clairement, sans réfléchir, en se disant que ça nous garantit, si l'hémostase est normale, ça nous garantit qu'il n'y a pas de saignement. Je vais vous montrer qu'en fait, ça, c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que d'abord, ce qu'on cherche en faisant une hémostase, c'est donc à dépister quelque chose qu'on n'aurait pas vu avec l'interrogatoire et l'examen clinique que je vous ai donné chez cette patiente. Donc on parle de quoi? On parle de maladies qui sont très rares. La maladie de Willebrand, l'hémophilie A, l'hémophilie B, où vous voyez la prévalence de la population. Donc ce sont des maladies qui sont très rares et qui en plus sont familiales. Donc généralement les patients sont au courant qu'ils ont cette pathologie, et d'autant plus s'ils ont 65 ans. Et que les troubles acquis de l'hémostase, au final, c'est quoi? Les troubles acquis de l'hémostase, c'est les médicaments. La très vaste majorité des cas où on aura des hémostases pathologiques, c'est un patient qui est traité par AVK. Ce n'est pas une maladie qu'on n'a pas dépistée chez un patient qui a 65 ans. Et on sait que il y a suffisamment de littérature pour montrer que quand on fait des examens d'hémostase systématiques sans les sensibiliser par un questionnaire, eh bien, on est inefficace. Alors que quand on sensibilise par un questionnaire, je vais vous montrer après un exemple de questionnaire simple en 5 à 6 questions, on va retrouver des anomalies. Mais c'est chez des patients chez qui on aura fait l'effort de poser des questions. Est-ce que vous saignez de façon anormale quand vous brossez les dents? Pour les femmes, est-ce que vous avez déjà accouché? Comment ça s'est passé quand vous avez accouché? Quelle est l'abondance de vos règles? Est-ce que vous avez déjà eu un traitement pour des ménorrhagies, etc., etc. Parce que ce tableau-là vous résume tout. Parce que avoir un TCA ne vous garantit absolument pas que vous avez un TCA normal, qui n'aura pas de risque hémorragique pendant l'intervention. Malheureusement, on n'a pas l'examen. On voudrait avoir un test qui nous garantit à 100% qu'il n'y a pas de risque. Je vous montre ce tableau, je suis désolée, il est en anglais, mais il est assez parlant. Donc, pardon. Voilà, je cherche la flèche. Vous avez donc la colonne PTT, c'est le TCA. Vous pouvez avoir donc un TCA normal et pas de risque d'hémorragie. Ces patients normaux, heureusement, c'est la majorité. TCA normal, pas de risque hémorragique. Vous pouvez, dans la colonne TCA normal avec un risque hémorragique. C'est tous les déficits que le TCA n'explore pas. Déficit en facteur 13, par exemple, avec un risque hémorragique associé, vous aurez un TCA normal. Vous pouvez, à l'inverse, avoir un TCA allongé et un risque hémorragique. Okay, enfin, on a fait un test pour quelque chose. Mais vous pouvez aussi avoir un TCA allongé, et vous le savez bien, parce que je suis sûre que ça vous est déjà tous arrivé de reporter une intervention pour un TCA allongé, alors qu'au final, il n'y avait pas de risque hémorragique. On peut tout à fait avoir un TCA allongé, sans risque hémorragique. Le meilleur exemple étant une pathologie infectieuse intercurrente, par exemple ORL, chez les enfants, c'est un grand classique. On a un TCA allongé, mais on n'a pas de risque hémorragique associé. Donc, un TCA normal ne garantit pas à 100% qu'il n'y a pas de risque hémorragique. Et les recommandations des Anglais, donc nos recommandations françaises sont en accord avec les autres recommandations des sociétés savantes. Celle des Anglais qui datait de 2008, elle est exactement dans le même sens. Vous voyez l'item 3, s'il n'y avait pas d'histoire de saignement, c'est-à-dire si on avait fait un bon questionnaire, il n'y a pas d'indication à faire une exploration complémentaire de l'hémostase. Je vous montre cette étude parce que je l'aime bien, parce que c'est de la neurochirurgie. Donc la neurochirurgie, elle était en dehors de ces recommandations-là, mais la neurochirurgie, c'est la chirurgie par excellence où on ne veut pas avoir un trouble de l'hémostase, où on a peur du trouble de l'hémostase, parce qu'il y a des vraies conséquences. Et là, c'est une étude où ils ont regardé quand même 6700 patients, et ils ont regardé si c'était plus prédictif de leur faire un questionnaire, donc c'est ce qu'ils appellent history, ou de leur faire une exploration de l'hémostase. Ils ont montré que finalement, le questionnaire, c'était beaucoup plus prédictif qu'un test de laboratoire sur 6700 patients, au total, qui avaient été screenés pour les 3 tests, en neurochirurgie. Donc un questionnaire était plus discriminant que de leur faire des tests systématiques sans poser une seule question.
y compris dans cette chirurgie qui fait peur à tout le monde. Donc au final, quel type de questionnaire? Alors, le questionnaire, il y a celui-ci qui est en cours de validation. Le papier va être publié. Avant, il n'y avait pas de questionnaire validé, mais celui-ci est quasiment validé, qui reprend 5 items et 6 pour les femmes. Et vous voyez, c'est des questions assez simples. On peut poser ces questions-là à un enfant, enfin un patient dès qu'il a l'âge de la marche. Donc c'est parce qu'elle a tendance au saignement prolongé inhabituel qu'on nécessitait des consultations médicales. Des ecchymoses et des hématomes importants pour des chocs mineurs, des saignements prolongés après une extraction dentaire, c'est un très bon signe. Demandez aux patients s'ils ont déjà eu des problèmes après des extractions de dents. S'ils ont déjà eu une chirurgie, effectivement, ça aide beaucoup. Pour les femmes, les ménorrhagies, les hémorragies du postpartum. Et bien évidemment, les antécédents familiaux. Si dans la famille, il y a un Willebrand ou une hémophilie, on ne parle pas de la même chose. Et là, les recommandations de l'ASFAR et de la Société européenne d'anesthésie aussi, vont quasiment dans le sens de dire, si vous avez des arguments sur un questionnaire, à la limite, c'est même pas juste un TP-TCA qu'il faut faire. C'est à ce moment-là une consultation avec un hémostasien, parce qu'il y a sûrement plus à faire qu'une hémostase simple. Il y a une vraie exploration à faire, à rechercher un déficit qui est peut-être particulier. Et vous aurez présectionné les patients et ça va s'adresser à un petit nombre de patients. Donc la recommandation, c'était celle-ci. Elle était probablement de grade 2 parce que ce questionnaire n'était pas validé à l'époque, mais maintenant ce questionnaire est validé. Et de plus en plus, il est intégré de façon automatique dans les consultations d'anesthésie, notamment les consultations d'anesthésie informatisées. Donc voilà ce que c'était pour l'hémostase, et je pense que l'hémostase, c'est la chose qui change le plus dans ces nouvelles recommandations, qui concerne aussi la numération formule plaquelle, de ionogramme, etc. Je voulais aborder 2 autres points qui sont importants, je pense que c'est des changements, puisque aussi dans l'intitulé, ce que vous m'avez demandé, il y avait l'ambulatoire, donc je vous parle de chirurgie mineure. En chirurgie mineure, c'est quasiment le seul type de chirurgie où on a beaucoup de données, et des données solides dans la littérature, pour montrer qu'un bilan systématique, ça ne sert à rien en chirurgie mineure, ça ne change pas la prise en charge du patient, et ça ne change pas les événements post-opératoires. Il y a une étude qu'on cite souvent qui a été faite dans le New England un peu avant cette Cochrane database, mais cette Cochrane reprend les données de l'étude du New England, sur un modèle type de chirurgie mineure qu'est la chirurgie de la cataracte, qui avait très bien montré, vous voyez, sur un gros collectif de patients, qu'on ait fait un bilan systématique versus un bilan sélectif ou pas de bilan sur de la chirurgie mineure, c'est-à-dire cataracte, colonoscopie, chirurgie de paroi, on ne change rien sur les décès, sur les événements post-op, sur les hospitalisations péropératoires. Donc, sur la chirurgie mineure, il n'est pas recommandé de faire de bilan, quels que soient les antécédents du patient. Une coloscopie chez un patient qui a tous les antécédents de la terre, lui faire une numération, ça ne changera pas votre prise en charge sur la coloscopie, ça ne changera pas les événements post-opératoires après la coloscopie. Enfin, sur l'urgence, parce que c'était aussi ce que vous m'aviez demandé, alors c'est hors recommandation, les recommandations, ça n'adaptait pas à l'urgence. Maintenant, ça n'empêche pas d'avoir une réflexion. Donc sur le CHU de Rennes, comme c'est un topic qui m'intéresse, eh bien, on y a réfléchi. Et on a fait, donc je vous montre là, c'est ce qui est utilisé tous les jours aux urgences, c'est des choses qu'on a fait avec les urgentistes. On a prévu différentes situations, différents types de chirurgie. Et voilà les bilans qu'on leur demande. Donc soit rien, vous voyez, il y a des zéros, on dit c'est pas la peine de faire quoi que ce soit, soit on demande un bilan plus approfondi. Mais vous pouvez regarder que dans tous ces bilans, dans B1, B2, B3, B4, il n'y a jamais l'hémostase, jamais, parce que la recommandation c'est la suivante, c'est le TP-TCA, c'est suivant le contexte. C'est si le patient est traité évidemment par un médicament anticoagulant, s'il a des troubles de l'hémostase connus. Eh bien, si on ne sait pas si le patient est ininterrogeable, effectivement, on va demander un bilan. Non, si on se met dans il y a toujours cette question vient toujours. Le patient est ininterrogeable, on ne parle pas la même langue, évidemment qu'à ce moment-là, on va lui demander un bilan parce qu'on ne peut pas l'interroger. Donc, ça fait partie des situations où on va demander un bilan. Petite parenthèse sur les bêta-HCG que je vous montre là, ça fait partie des recommandations et autant les recommandations vont toutes dans le sens de moins de prescription parce que toute la littérature montre qu'on prescrit trop. Il n'y a jamais de situation où on a oublié de prescrire un bilan, mais c'est plutôt on en prescrit trop et on ne les lit pas. Et la seule chose que l'on prescrivait jamais et qui par contre peut changer drastiquement notre prise en charge, c'est des bêta-HCG. Et c'est le fait de poser une question à une patiente en âge de procréer, savoir s'il y a la possibilité qu'elle soit enceinte. Et s'il y a cette éventualité, lui poser la question si elle est d'accord de faire des bêta-HCG. Parce que là, contrairement à tous les examens dont on a parlé avant, ça va changer drastiquement notre prise en charge parce qu'on peut peut-être reculer la chirurgie, si ce n'est pas une chirurgie urgente,
si on est devant une grossesse. Donc, parmi tous les examens que je vous ai montrés, le seul qui va dans le sens d'en faire plus, parce qu'actuellement on ne le fait pas du tout, c'est de faire des bêta-HCG parce que ça change la prise en charge. Voilà, donc au final, la conclusion de cette recommandation, c'est qu'il n'y a pas d'examen systématique, que le bilan standard, quand je fais passer des externes, des examens qui me disent c'est la prise en charge avec la première ligne, c'est bilan standard, ça me fait sursauter parce que ça veut dire qu'on leur a appris quelque part et qu'on leur a dit bilan standard, et quand on leur demande ce que c'est bilan standard, je vous garantis qu'ils me répondent tous, bah, c'est pour l'anesthésiste. Voilà. Donc ça veut rien dire. Et que on avait fini les recommandations en faisant un tableau qui ressemblait à ça, c'est-à-dire que sur les interventions à risque mineur, globalement, il n'y a pas d'examen, et que sur les interventions à risque intermédiaire ou élevé, ça va dépendre du patient. Je vous remercie. Donc Yvan Philippe va commenter cet exposé. Merci beaucoup, merci de l'invitation. Merci Hélène pour cet exposé très clair sur un thème qui est très très intéressant, sur lequel tu as travaillé donc au niveau de l'ASFAR. Alors effectivement, on est un certain nombre dans la salle à avoir un certain âge, et on a vu des évolutions drastiques lors des dernières décennies dans plein de domaines de la médecine, en particulier en anesthésie, et dans l'évaluation conjointe par les chirurgiens et par les anesthésistes de la prise en charge et la réduction des risques pour les patients. Et dans les bilans préopératoires, c'est sûr que entre ce que j'ai connu dans les débuts des années 80, quand j'ai été interne chez Jean-Marie Desmonts, et ce qu'on connaît maintenant, et à la vue de l'exposé qui nous a été fait, on est passé de l'ère de la préhistoire à l'ère quelque chose de beaucoup plus réfléchi, et avec des datas qui permettent de faire un certain nombre de recommandations sans faire augmenter le risque pour le patient, au contraire, même en le réduisant et en étant passé du bilan pour tous à une action qui soit vraiment réfléchie, et qui nous a conduit d'ailleurs à réapprendre la médecine, et notamment en consultation d'anesthésie, parce qu'on était faussement rassurés par le fait d'avoir un bilan, ce qui fait qu'on examinait de moins en moins les patients. On les interrogeait pas tellement, on se reposait sur un certain nombre d'examens complémentaires qu'on attendait, qu'on avait éventuellement la veille au soir parce qu'ils étaient effectivement pas toujours vus, et qu'on allait récuser un certain nombre de vos patients la veille au soir parce qu'il n'y avait pas le TP-TCA, parce qu'il n'y avait pas la radio de thorax, parce qu'il n'y avait pas l'électrocardiogramme. Et on a appris avec la réflexion et avec le poids d'un certain nombre d'études que finalement, si on arrivait à cibler l'interrogatoire des patients, si on arrivait avec un examen clinique très très simple pour ce qui est du domaine cardiovasculaire que je connais un petit peu, c'était d'examiner les patients, de rechercher un souffle systolique de rétrécissement aortique ou d'une autre valvulopathie qui serait passée inaperçue, de voir s'il était en arythmie, de lui prendre éventuellement la pression artérielle, finalement, en quelques gestes très simples et quelques questions très simples dont tu nous as rappelé notamment pour l'hémostase l'essentiel, on arrive à faire de la bonne médecine et des choses qui sont ciblées. Et effectivement, les trois questions qui se posent quand on va demander un examen ou des examens complémentaires, surtout si c'était systématique, c'est 1, est-ce qu'il y a un diagnostic qui n'était pas connu et qui changerait quelque chose? 2, est-ce que j'ai besoin d'avoir une photographie préopératoire pour, par exemple, le post-opératoire, notamment pour la fonction rénale, et ça peut être sur certains types de chirurgie, ça peut être tout à fait licite chez les sujets volontiers âgés d'avoir un point préopératoire, donc d'avoir une créatinine et un débit de filtration glomérulaire, donc ça c'est quelque chose de parfaitement réfléchi, mais pas systématique, et notamment chez les sujets jeunes pour une chirurgie mineure. Et troisièmement, de se voir si oui ou non, se poser la question si les résultats que je vais avoir, si tant est que je les regarde, eh bien, ils vont changer l'évaluation que je vais avoir du risque périopératoire et la prise en charge périopératoire. Et donc, effectivement, c'est une double réflexion. C'est une réflexion sur le plan médical, et là, on a énormément évolué, vous et nous, et ça, je pense que c'est vraiment un des messages importants, c'est que la prise en charge périopératoire, elle ne peut pas être indépendante entre vous et nous, c'est forcément quelque chose de collégial, ça c'est la première chose. Et donc, en se posant les bonnes questions, on aura les bonnes réponses, et l'évaluation, la vraie évaluation périopératoire chez ces patients-là et la réduction du risque. Et la deuxième grande thématique, et c'est surtout vrai maintenant qu'on sait bien que les ressources, notamment médicales, vont pas être expansives, c'est de se poser, savoir si, en termes de coûts, si on va réduire les choses de façon intelligente en diminuant des bilans qui sont systématiques. Alors, les bonnes questions, c'est, pour vous donner un exemple, je pense que là où ça a été très très bénéfique, ce genre de recommandations et de réflexions,
c'est qu'on a appris à travailler ensemble et que structure par structure, spécialité par spécialité, je pense qu'il faut qu'on ait des protocoles qui soient écrits et qu'on soit tous d'accord. Et je vais vous donner un exemple très précis. On a retravaillé sur la réduction du risque transfusionnel, notamment en orthopédie. C'est vrai à l'Institut Montsouris, mais c'est vrai dans plein d'autres structures. Et quand on voit, notamment pour des patients qui ont une prothèse totale de hanche, une prothèse de genou, pour essayer de réduire encore le risque de transfusion, eh bien, on a fait à Montsouris ce qui était fait à Cochin et dans d'autres centres, c'est-à-dire qu'on a travaillé, le chirurgien voit le patient, va demander un bilan, on s'est mis d'accord notamment une numération, parce que si on demande une hémoglobine, c'est pour essayer de savoir d'où on part et d'essayer de réduire le risque de transfusion. Donc là, il y a une vraie réflexion en amont, c'est pas juste pour avoir le taux d'hémoglobine du patient, pour savoir, c'est juste simplement, on sait très bien que l'hémoglobine préopératoire est un des facteurs déterminants du risque d'avoir à transfuser le patient sur certains types de chirurgie. Eh bien, si on veut essayer de remonter ce taux d'hémoglobine, il faut se mettre en amont suffisamment tôt. Donc le patient, il a de façon collégiale, on a discuté avec les chirurgiens un certain bilan, dont la numération. À partir de là, nous, quand on le voit en consultation d'anesthésie, on a déjà cette numération. Ça n'a pas été un bilan demandé au hasard, c'est vraiment ciblé. Et à partir de là, on va savoir si on le fait rentrer dans un protocole d'injection d'érythropoïétine ou de faire un jet, qui est fait d'ailleurs le même jour, par voie intraveineuse, en hôpital de jour. Tout a été organisé. Donc là, la numération, elle est ciblée, elle est réfléchie. Et c'est pas, pour un hallus valgus, c'est évident qu'on ne va pas demander de numération, ni le chirurgien, ni nous. On n'en a pas besoin, personne n'en a besoin. Voilà, donc c'est une vraie... Les protocoles doivent être écrits spécialité par spécialité au sein de chaque structure en fonction des habitudes de chacun avec des projets. Et l'exemple que je vous ai donné, c'est vraiment de réduire le risque de transfusion sur une chirurgie dont on sait qu'elle a encore 15 à 20% de risque d'être transfusée. Eh bien, en augmentant l'hémoglobine chez ces patients-là, on va réussir à diminuer les choses. Voilà, donc l'interaction entre médecins anesthésistes et chirurgiens avec une vraie réflexion sur ces bilans qui étaient trop systématiques et qui n'ont plus lieu d'être. Qui dit recommandation, et je ferai le parallèle avec les recommandations qui existent sur la prophylaxie de l'endocardite, dit que à un moment donné, les sociétés savantes nord-américaines, anglaises, françaises, européennes, érigent un certain nombre de recommandations. Et puis, bien entendu, ce qui est important, c'est d'avoir un observatoire pour savoir si, c'est bien observé. Pourquoi, si ça ne l'est pas, pourquoi ça n'est pas complètement bien observé et qu'est-ce qu'on peut encore améliorer dans les pratiques. Et puis troisièmement aussi, s'assurer que le changement dans les pratiques n'a pas induit des effets quand même secondaires. C'est-à-dire notamment pour l'exemple que je viens de citer pour la prophylaxie de l'endocardite en périopératoire, c'est-à-dire que vous avez... Forcément, vous êtes au courant de la réduction des indications d'antibioprophylaxie sur ce genre de patients qui ont certaines valvulopathies. L'important, c'est de savoir si, quelques années après, on n'a pas l'augmentation de l'incidence de l'endocardite. Donc, il y a des observatoires nord-américains, européens, qui s'attachent à vérifier que les recommandations n'ont pas eu des effets secondaires pervers. Et donc, la question, et là, comme ça, je lance un peu le débat vis-à-vis d'Hélène, c'est... Est-ce que vous avez prévu un observatoire pour voir si, l'observance de cette réduction des examens systématiques était bien de fait en pratique appliquée? 2, est-ce qu'il y a des différences d'application entre les structures privées et les structures publiques? 3, est-ce qu'on a une idée du coût qu'on va préserver, enfin des économies qu'on va faire en faisant ça? Et 4, s'assurer qu'on n'ait pas eu des effets secondaires délétères, c'est-à-dire des malades qui échappaient peut-être, parce que là encore en médecine, il faut éviter du tout noir, de passer du tout noir au tout blanc, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on ne fait plus d'examens. Comme je l'ai dit, ça nous oblige, et c'est très bien, à réapprendre la médecine, c'est-à-dire à peut-être, oui exactement, faire de la clinique. Et c'est vrai par exemple pour les externes qui ne savent plus examiner un patient, c'est pas parce qu'il y a l'échographie Doppler et qu'on va voir des valvulopathies qu'on n'arrive pas à entendre ou qu'on entend mal. Je crois qu'il faut revenir aux choses essentielles. Donc est-ce qu'on n'a pas, avec ces recommandations-là, un signal négatif de certains patients qui seraient passés, disons, à l'as, entre guillemets, sur le diagnostic de certaines, soit pathologies d'hémostase, soit autres. Merci beaucoup. Je vais répondre aux questions. En fait, pour ce qui est de l'observatoire, on a fait un travail. Donc, les recommandations, elles avaient été faites en partie avec Serge Moliex, qui est professeur à Saint-Étienne. Et donc, avec Serge Moliex, on a travaillé avec la CNAM sur les données de la CNAM au niveau national, sur un certain nombre d'items, et notamment sur les bilans d'hémostase avant une amygdalectomie chez les enfants qui ont plus de 3 ans. On avait d'autres, c'était les vésicules céliaux, et puis on avait la chirurgie du sein.
3 interventions, et les hernies discales. Et on a regardé les bilans d'hémostase au niveau national, donc on est en train de d'écrire le manuscrit. Globalement, il y a un patient sur 2. On avait fait la même chose pour les groupes sanguins. Il y a un patient sur 2 qui a une hémostase qui n'est pas justifiée en France. Pour les groupes sanguins, c'est à peu près la même chose. Alors, sur les groupes sanguins, je fais une petite digression, mais sur les groupes sanguins, les recommandations disent que il y a plein de situations où c'est pas recommandé de faire un groupe, mais qu'il faut s'approprier les recommandations et les adapter à son environnement. Et les recommandations nationales de l'ASFAR, nous, on a fait des fiches qui sont informatisées, mais aussi que les internes ont tous dans leur poche plastifiée. Et sur certains types de chirurgie, certaines situations, on respecte pas les recommandations, on va un peu plus loin, parce qu'on sait que chez nous, telle intervention, on la transfuse, mais peut-être que dans votre hôpital, telle intervention, vous la transfusez pas. Donc il faut aussi s'adapter à son écologie locale. Et donc, les résultats de la CNAM montrent qu'on est largement en dehors des clous. C'est globalement une hémostase sur 2 qui est faite, qui n'est pas justifiée, notamment sur l'amygdalectomie. Que ça a un coût. Alors, je ne me souviens pas des chiffres de tête, mais je peux vous garantir que c'est énorme. Donc voilà, ces chiffres-là, on va les publier. Après, la CNAM va ils veulent en faire une campagne de communication de type les antibiotiques. Donc ils vont faire ce qu'ils veulent avec ça, de la communication vers les médecins, mais vers le grand public aussi, parce que si vous vous mettez à appliquer les recommandations, vous vous rendez compte des fois, vous vous retrouvez dans des situations de consultation d'anesthésie avec des patients qui vous disent « mais vous voulez pas de prise de sang ? Vous voulez pas de groupe sanguin ?» Il y a une sorte de perte de confiance du patient qui dit « mais c'est quoi cet endroit ? On ne peut pas me faire de prise de sang avant de m'opérer. » Donc ils vont faire une campagne de communication. La différence entre les centres privés et les centres publics, pour être honnête, ça se retrouve dans les résultats de la CNAM. Il y a même des différences géographiques. On a une carte de France qui montre là où on prescrit plus, là où on prescrit moins. Je vous laisse imaginer, je suis sûre que vous savez où on prescrit plus et où on prescrit moins. Et que c'est vrai pour les bilans d'hémostase, mais c'est vrai pour d'autres choses aussi. Et que c'est le travail de la CNAM, mais c'est pas le travail de la SFAR. Et donc, c'est pas des résultats qu'on mettra dans notre manuscrit. C'est le travail de la SFAR, de la CNAM, d'aller voir pourquoi, dans certaines régions, on prescrit plus, on fait plus de césariennes, on fait plus de vésicules célium, voilà. Et que pourquoi c'est dans les centres privés, pas forcément dans les centres publics. Bon, tout ça, c'est la CNAM qui va s'atteler à ce travail-là. Mais que ça a été chiffré, c'est un coût qui est important. Dernière question, c'était est-ce qu'on a des retours négatifs ? Pour le moment, on n'a pas de retour négatif. Alors peut-être parce que effectivement les recours ne sont pas appliqués, parce qu'il y a un patient sur 2 qui a une hémostase qui n'est pas justifiée. Donc pour le moment, il y a effectivement pas de cas clinique ou pas d'événement de retour négatif. Mais on prescrit tout à tout le monde. Donc il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse. Il ne s'agit pas de rien prescrire. Si on part de on prescrit tout à tout le monde à une situation où dès qu'on a un moindre doute, on prescrit, on aura déjà diminué de façon énorme des prescriptions qui servent à rien. C'est pas la peine de tendre vers le rien du tout. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Peut-être une ou deux questions dans la salle. François Richard. Non, je vous félicite et je suis d'accord avec 99,9% de ce que vous avez dit. Il y a une seule chose sur laquelle je suis pas d'accord, c'est quand vous dites c'est à la CNAM de faire ça et c'est pas à l'ASFAR. Je pense que, c'est l'attitude qu'on a eue en urologie, où la compréhension des dysfonctionnements ou des prescriptions doit être aussi prise en charge par les sociétés savantes. Parce que sinon après, si on dit c'est uniquement à la CNAM de faire ça, la CNAM, je me tourne vers Bertrand, la CNAM va faire les choses, disent les médecins s'en occupent pas, et on doit aussi faire de la pédagogie vis-à-vis de Dombredor. Je pense que c'est très important. Alors c'est pas à nous de dire machin, c'est pas bon. C'est ça, individuellement non, mais on fait les recommandations scientifiques qui sont ce qu'elles sont. Après, c'est pas à la société savante d'aller voir et dire docteur machin là, ça va pas ce que vous faites. Oui, ça se discute encore. Oui, ça. non, mais en fait, oui, t'as un peu raison. On est quand même, parce qu'il y a la partie scientifique, là, ce qu'a présenté Hélène. Juste pour mémoire, moi je me souviens pour les bilans d'hémostase, pour l'amygdalectomie, c'est 3,4 millions. Ils se souviennent des chiffres. Et pour le groupe, pour les 5 interventions, c'est 5 millions. Donc non, effectivement, la CNAM nous a recontacté la SFAR pour qu'on les aide à aller vers les établissements qui dysfonctionnent, pas vers les individus, les médecins, mais les établissements. Donc effectivement, c'est un travail qui se fait en parallèle, de l'aspect scientifique des choses.
va pas revenir sur le fond, une question extrêmement précise. Comment vous gérez dans votre établissement le fameux problème des agglutinines? Car je trouve que c'est un vrai problème d'organisation et c'est un vrai problème notamment en urgence, parce que il faut penser aux gens qui sont dans des petites cliniques qui n'ont pas de centre de transfusion avec eux. Donc avez-vous une idée là-dessus très précise sur les agglutinines, à qui, comment et pourquoi? Donc c'était vu, alors on peut sur signature du médecin, ça peut être étendu à 21 jours, la validité des RAI. Donc il y a sur les feuilles de prescription de transfusion, il y a une case à cocher. Normalement, l'établissement français du sang au niveau national nous a garanti que c'était vrai dans toutes les structures en France. Donc après, et ils nous ont dit que si on rencontrait des gens qui avaient des difficultés, il faut s'adresser à l'EFS au niveau national parce qu'ils vont régler le problème, parce que normalement, ça n'est pas normal. On doit pouvoir, partout en France, étendre la prescription de RAI à 21 jours sur signature d'un docteur. C'est-à-dire, le docteur dit, moi, je garantis que depuis ces 21 jours, il n'y a pas eu de greffe, il n'y a pas eu de grossesse, il n'y a pas eu de transfusion, et donc on peut étendre les RAI à 21 jours. Donc, c'est ce qu'on utilise couramment. On étend les RAI à 21 jours sur signature d'un médecin. Il y a effectivement, sûrement peut-être encore des établissements où l'EFS local refuse, mais à ce moment-là, il faut passer au-dessus, passer par l'EFS national avec qui on a travaillé, qui nous a garanti que ça, normalement, ça ne devait plus exister. Et est-ce que ces recommandations sont opposables? Est-ce que les experts et les juges sont au courant? Parce qu'on peut très bien nous reprocher dans un dossier d'expertise où, malgré un excellent examen clinique, il y a quand même eu une hémorragie, par exemple, et de ne pas avoir fait cet examen en se basant sur l'examen clinique et se voir reprocher ce manquement. Alors, est-ce que c'est opposable? Est-ce que les recommandations sont clairement écrites? Les recommandations sont clairement écrites, elles sont sur le site de la SFAR et sur le site de certaines sociétés savantes. Elles sont opposables, évidemment. Et un bilan d'hémostase, ça ne garantit pas un risque de non-hémorragie. Dernière question. Donc On est en retard. je voulais juste dire que nous, on a mis en place tout ça dans l'établissement. Et en plus, on a mis en place une politique de récupérer tous les anciens examens réalisés par les patients. Et on se rend compte que très souvent, on a une mine d'informations. Et souvent, on ne les récupère pas. Donc, on represcrit des choses qui ont déjà été faites dans les mois qui précèdent. Mais vous avez entièrement raison. Vous savez combien, dans un hôpital public, vous savez combien de patients, pour une intervention en moyenne, combien de patients a un groupe? 5 fois. 5 fois. Un patient, pour une intervention dans un hôpital public, a en moyenne 5 groupes sanguins. Donc voilà. Merci Madame Belleuil, vous avez été formidable et vous nous avez expliqué qu'il fallait faire un peu plus de clinique, un peu plus de contact et de discussion avec le patient. Formidable. Ah pardon, excusez-moi. Et je dirais aussi que c'est pas uniquement une question d'argent. Je trouve que ce qui est fondamental, c'est de ne pas demander d'examen parce que c'est justifié, pas parce que c'est pour faire des économies. Et donc, on a entendu plusieurs fois, c'est dans la visée de réduire les dépenses. Non, s'ils ne sont pas nécessaires, il n'y a pas besoin de les faire. Monsieur Desmond. Vous insistez sur le risque médico-légal. Alors, je répète, je dis au-delà de la pertinence de la prescription des examens préopératoires, moi, ce que j'ai vu en expertise, c'était des examens opératoires prescrits de façon routinière, tellement routinière comme on n'en voyait pas l'intérêt, on ne les lisait pas, mais il y en avait qui étaient anormaux. Et à ce moment-là, le médecin, soit anesthésiste, soit le chirurgien, selon les cas, se retrouvait condamné pour ne pas avoir pris en compte un examen anormal. Donc c'est quand même quelque chose d'important à rappeler, c'est les examens, à partir du moment où ils sont prescrits, il faut obligatoirement les lire. Ça paraît évident, mais...